21 décapitations. Mais d'abord, selon vous, pourquoi on parle si peu de l'histoire et de la situation des Coptes d'Égypte? Pourquoi vous êtes les oubliés de l'histoire, justement? Une question qui demande d'expliquer 5000 ans d'histoire. En fait, c'est surtout les 60 dernières années, depuis la révolution égyptienne en 1952, après 150 ans d'une période très florissante où les Coptes étaient des citoyens à part entière. Mais à partir des années 1950 et la succession de Nasser, Sadat et puis Moubarak, il y a eu progressivement une mise à l'écart. Voilà, une mise à l'écart des Coptes de façon très progressive où même les gens ne se rendaient pas compte. Mais toutes les fonctions stratégiques importantes, il n'y était plus. Les gouverneurs, il n'y en a pas un seul qui est copte. Les universités, il n'y en a pas un seul, etc. Donc, ça a abouti à un certain isolement. Mais le plus grave, c'était surtout le régime de Moubarak pendant 30 ans. Parce que si on retient de cette période-là qu'il y a eu corruption financière, etc., je pense que le plus grand crime, je dirais, c'était qu'il a lâché la société entre les mains des fanatiques, des frères musulmans. Des frères musulmans Alors, et des courants salafistes. Et on va parler de la situation aujourd'hui. Ce qui a marqué évidemment cette semaine, il y a 4 jours, c'est la décapitation des Coptes d'Égypte. On imagine déjà que dans le pays, l'émotion est très vive, la blessure très profonde. Elle est très profonde. Je dirais, est-ce qu'il fallait ce mal pour faire réveiller le monde? En tout cas, les Égyptiens ont déjà compris depuis que Morsi avait pris le pouvoir. Il y a eu immédiatement, au bout d'un an, ça n'a pas duré un an, je crois que malgré la pauvreté et l'analphabétisation, il y a une certaine sagesse dans les gens simples du pays, peut-être un héritage, on parle de sagesse pharaonique, mais en tout cas, ils se sont rendus très vite compte du mal qu'ils avaient fait, ils se sont fait eux-mêmes d'avoir laissé les fanatiques prendre le pouvoir du pays. Et ils se sont réveillés vite, mais ils se sont réveillés musulmans et chrétiens. Voilà, c'est ça qui est important. C'était déjà le 30 juin, on n'a pas attendu. Oui, le président Al-Sisi a réagi très vivement. D'ailleurs, en parlant des Coptes d'Égypte, il dit les Égyptiens. Il ne fait pas la différence. Ce sont pour lui évidemment des Égyptiens. Il a réagi en décrétant 7 jours de deuil national, je crois, et en bombardant les positions de l'État islamique en Libye. Est-ce qu'il est votre protecteur aujourd'hui? Je pense qu'il est. Je n'utiliserai pas ce terme-là parce qu'il est le protecteur de tous les pays. Il est le protecteur de tous les habitants du pays. Et pas nécessairement. Les Coptes sont des citoyens comme les autres. Mais peut-être davantage menacés. Davantage parce que c'est minoritaire, comme dans le monde entier. Tout ce qui est minorité est beaucoup plus sensible dans des attaques. Mais le peuple égyptien, quand il s'est réveillé le 25 janvier déjà, la révolution, ils en avaient ras-le-bol de discours religieux. Ils l'avaient exprimé déjà le 25 janvier 2011 sur la place Tahrir, où on voyait chrétiens et musulmans se prendre par la main avec le Coran, l'évangile, la croix et le croissant. Oui, c'était le jour de la révolution. Et après, qu'est-ce qui s'était passé? Je pense que c'était un peu voulu, malheureusement, par les administrations américaines, avec une Europe qui a suivi. Vous voulez dire que les États-Unis ont fait une alliance objective avec les frères musulmans? Je ne suis pas en train ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas en train de sortir des secrets, en tout cas. Non, mais c'est votre... Oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'a écrit Hillary Clinton dans son livre Hard Choices. Elle l'a écrit, je ne sais pas comment d'ailleurs, elle a dit des choses top secrètes, mais bon, ça c'est leur affaire. Mais elle a décrit clairement l'alliance entre les États-Unis et les frères musulmans, la constitution d'un État islamique dans le Sinaï, avec le Hamas qui prend une partie, Israël qui prend une partie, et ils avaient prévu même la déclaration de cet État islamique le 5 juillet 2013. Donc les États-Unis ont soutenu, et pas seulement d'ailleurs en Égypte les islamistes, mais en Égypte les frères musulmans dont vous dites, et je vais citer la phrase exactement, Jean Maire, parce que vous dites, vous avez eu des mots forts, hein, tous les prémices d'un génocide à l'arménienne pour les Coptes étaient là, radicalisation des discours dans les mosquées, incendie d'églises, déportation forcée de villages, destruction de commerces, kidnapping des filles mineures. Ça, c'est ce qui s'est passé sous Mohamed Morsi?
Cela se passait déjà sous le temps de Moubarak. Et c'est accentué. Oui, mais Moubarak a roulé tout le monde, moi le premier d'ailleurs. Hein, il a roulé l'Occident, il a dit je suis le protecteur des Coptes. Et vous étiez moins menacé? Non, ces phénomènes-là existaient déjà, depuis même à la fin du règne de Sadat. Hein. Et puis après, ça s'est accentué pendant les 30 ans de Moubarak. Et il a laissé faire. Mais de temps en temps, il frappait les frères musulmans, de temps en temps, il les mettait dans les prisons et puis il les relâchait. Il a laissé faire avec les salafistes parce qu'il ne s'aimait pas, donc il pensait qu'avec ça, il va attaquer donc les frères musulmans. Il a eu un jeu double. Il a eu un jeu double et il a joué avec l'Occident. Alors, et aujourd'hui, le général El-Sisi, vous dites, il protège tous les citoyens, entre autres évidemment les Coptes d'Égypte, qui sont les citoyens à part entière en Égypte, et vous entendez les critiques à son endroit, notamment en Europe, on dit qu'il a une justice expéditive à l'encontre des frères musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il l'a dit clairement quand on lui a posé la question. Le problème, c'est sûr qu'il y a beaucoup, vous savez, Kouachi et Koulibaly, qu'est-ce qu'on allait faire avec eux? Il fallait les arrêter. Bon. Il y a beaucoup de Kouachi et de Koulibaly en Égypte aujourd'hui. Le terrorisme est né en Égypte, en 1928, quand il y a eu la création des frères musulmans. Et c'est progressivement préparé, il est très bien organisé, il est très fort, il est devenu mondial. Et il y a eu des ramifications du type Qaïda, du type Daesh et tout ça, mais tout est né là. Donc aujourd'hui, l'Égypte a fait naître ce terrorisme. Et quand il y a beaucoup de gens qu'on sait qu'ils ont tué, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, c'est vrai que la justice égyptienne ne doit pas faire, et moi j'étais le premier à critiquer, on ne va pas de façon expéditive dire, bon, 600 condamnés à mort. Et d'ailleurs, ça se résulte à quoi? Parce qu'il y a toute une procédure, une procédure de justice qui va amener quand même à ce que dans les 600, il n'y en aura même pas un ou deux qui vont être vraiment... D'ailleurs, le général Al-Sisi sur Europe 1, il a accordé une interview il y a quelques jours. Mais pour vous, c'est un moment important quand l'Égypte bombarde les positions de l'État islamique en Libye. Est-ce que le pays devient le bras armé de la région, pour la stabilité de la région? Il faut compter sur l'Égypte pour combattre aujourd'hui justement les terroristes de l'État islamique. Vous dites attention, Al-Sisi a un rôle important aujourd'hui? Je pense que Sisi, à plusieurs reprises, a fait comprendre que l'Égypte est la clé de la solution du terrorisme dans le monde. Et le monde ne l'a pas encore vraiment senti ni compris. Il y a le journal Valeurs Actuelles où disent les Sisi un cadeau du ciel, parce que les Coptes ont dit il est le cadeau du ciel, mais ils terminent l'analyse en disant il est peut-être aussi le cadeau du ciel pour les Français. Moi je rajouterais peut-être pour le monde. Pourquoi? Je dirais parce que vous savez, il a fait une étape historique, 2 étapes historiques. Il est allé à El-Azhar et pour dire aux gens on ne peut pas être des concepteurs d'idéologie, de violence et de haine et exporter ça dans le monde. Quel est l'autre geste Et le deuxième, il est le premier gouvernant, je ne dis pas président, parce que gouvernant depuis 1400 ans, gouvernant musulman, depuis l'introduction de l'islam en Égypte, qui va à la messe de minuit à l'endroit, le 6 janvier, parce que les gens, ils allaient avant ou après. Mais là, c'est pendant la messe. Donc, c'est très important, alors qu'on entendait les salafistes dire, vous n'avez pas le droit de féliciter les chrétiens pendant Donc, il est menacé peut-être également. Très menacé. Alors, Jean Maher, on a parlé en commençant cet entretien de l'histoire, évidemment, des Coptes d'Égypte. On va regarder un sujet, c'est Mounir Soussi, notre journaliste, qui nous a résumé cette histoire à travers, justement, les temps. Regardez. Il compose la plus importante communauté chrétienne implantée au Proche-Orient. Avec 10 millions de fidèles, les Coptes représentent près de 10% de la population égyptienne. En grande majorité orthodoxes, leurs conditions de vie se sont dégradées au milieu du siècle dernier avec l'arrivée de Nasser au pouvoir, puis Sadat a poursuivi la politique de ségrégation à l'égard des Coptes. L'éclosion du printemps arabe a ouvert une parenthèse difficile pour les chrétiens d'Égypte. Les attaques d'églises et exactions se sont multipliées sur la période pour atteindre un niveau inquiétant sous la présidence de Mohamed Morsi, leader des frères musulmans. L'irruption de l'armée sur la scène politique l'année dernière a changé la donne. Le maréchal Al-Sisi a chassé Mohamed Morsi du pouvoir et muselé l'opposition islamiste. Un soulagement pour les chrétiens du pays. Il a repris le pays dans une crise qui aurait pu le détruire, notamment avec ce que faisaient les frères musulmans. Comme il a sauvé des gens et qu'il prend leur parti, beaucoup le soutiennent. Le nouveau président a fait plusieurs gestes d'ouverture envers les Coptes. Il a assisté à une messe de minuit, une première pour un président,
Et dès l'annonce de la décapitation de 21 chrétiens égyptiens par Daesh en Libye, il a rendu visite au pape orthodoxe Théodore II pour présenter ses condoléances. La vigueur de la riposte et les frappes aériennes lancées pour venger les victimes envoient un signal positif aux Coptes sur leur appartenance à la société égyptienne, eux qui aimeraient que leur église ne soit plus celle des martyrs. Voilà pour les différents signes qui ont été donnés. Mounir Souchi, notre journaliste, vient de dire que l'église, justement, chrétienne des Coptes, elle était appelée l'église des martyrs. Est-ce qu'elle a un rôle politique, cette église? Elle a bien sûr un rôle spirituel. Est-ce qu'elle a un rôle politique en Égypte? Elle n'a pas un rôle politique, mais elle n'est pas isolée des hommes politiques. D'ailleurs, toute institution religieuse ne peut pas être totalement isolée, si on voit même en France. Mais elle s'appelle l'Église des martyrs parce que je pense que c'est le pays qui a souffert le plus de martyrs pendant la période romaine déjà, et pendant les différentes califats musulmans. Il y avait des périodes qui étaient très bien, mais des périodes qui étaient très très dures au niveau persécution. Et donc le calendrier copte démarre en 381. Là où c'était vraiment 281 pardon, après Jésus-Christ, c'était la période la plus dure au niveau persécution romaine. Oui. Jean-Mer, c'est aussi votre histoire. Vous êtes vous-même issu d'une famille copte égyptienne, c'est bien cela? Oui. Vous êtes installé où aujourd'hui? Vous êtes en Europe? Moi, ça fait, je suis français. Je dis, je suis français d'origine copte. Bon, j'ai quitté dans mes années, j'avais 24-25 ans. Je suis ingénieur de formation. Ma femme est française. Donc, je me sens français d'abord, mais je garde mon origine et mon identité. Et si on s'intéresse à cette origine, à cette histoire, à la culture aussi, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser en Égypte, je suppose que vous le connaissez, à un musée, c'est le musée copte du Caire, qui est d'une richesse inouïe, paraît-il. Il est préservé aujourd'hui, c'est un musée qui est sauvegardé. Je pense que oui. Je pense que ce musée a été sauvegardé. Il n'y a pas eu d'attaque. Je ne me souviens plus exactement l'histoire de sa constitution, mais il a, je pense, plus de 100 ans d'existence. Mais il y a des choses qui sont très, très précieuses. Des découvertes des premiers siècles. Vous savez, donc, ces lieux d'histoire et de culture qui racontent peut-être le mieux le dialogue entre les religions, les différentes confessions. Tout à fait. Et puis on voit aussi l'influence de l'Église d'Égypte pendant les premiers siècles, parce qu'on trouve énormément de manuscrits qui datent de 100, 150 et 200 après Jésus-Christ. Donc tout à fait au début de la création de la fondation du christianisme, on trouve des versions de la Bible et du Nouveau Testament. Extrêmement rare dans ce musée. Alors Jean-Mer, comme tous les jeudis, on fait réagir notre invité à une semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. On va vous laisser la regarder, puis après vous allez choisir un dessin pour le commenter ensemble, si vous le voulez bien regarder. Alors, je vous ai vu sourire à un dessin en particulier. Lequel vous allez choisir? On envoie des pyramides sur la tête des Libyens. On va le revoir. On va le revoir, c'est l'opération Toutankhamon. Alors évidemment, pour la France, ça a été exceptionnel la semaine dernière, cette semaine, avec la signature, c'était même ce week-end, la signature des Rafales. Et on a vu dans ce geste un rapprochement avec la France et un acte d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'Égypte s'éloigne un peu plus des États-Unis et se rapproche peut-être de l'Europe? Je pense que c'est un acte de démonstration de la volonté d'indépendance.
d'ailleurs qui a été prôné par des prédécesseurs, que ce soit Nasser, Moubarak ou Sadat. Et Sadat a hérité le pays qui était plutôt avec une alliance russe.